Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a dénoncé et condamné des propos haineux et injurieux dans la presse béninoise contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Des précisions dans cette édition. Le Niger a décidé de relancer le projet du pipeline avec le Tchad, le Cameroun, il y a quelques jours, tournant ainsi dos au Bénin. Des citoyens de Cotonou se prononcent sur la situation. En France, le président Macron accepte la démission du Premier ministre Gabriel Attal et de son gouvernement ce mardi 16 juillet en fin de journée. Il l'a fait savoir au Conseil des ministres tenu ce même jour. Bienvenue, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré le jeudi 11 juillet dernier lors d'une rencontre avec les forces vives disposer de preuves irréfutables sur l'existence de deux importantes bases françaises au Bénin où sont formés et soignés des terroristes cherchant à déstabiliser son pays pendant que la CEDEAO décline ses responsabilités face au terrorisme, aux questions liées au terrorisme et au djihadisme. Ces différentes déclarations suscitent des réactions à la fois au sein de l'opinion publique et au sein de la classe politique. Lors d'une émission sur USAE TV le week-end écoulé, l'analyste politique Paul-Marie Wessou s'est exprimé sur le sujet. On le suit. Le fautif, c'est ce que vous appelez, Julien, ici je vais encore réitérer l'expression, ce machin que vous appelez CEDEAO. Le fautif, c'est d'abord ce machin-là. Comment? Expliquez-vous. Vous savez, la crise est partie de membres de la CEDEAO. Je ne sais pas si je me trompe. Ce sont des membres de la CEDEAO. Ils étaient des membres de la CEDEAO jusqu'à ce que les autres pays, c'est-à-dire Niger, Burkina Faso et Mali, ne disent qu'il faut créer maintenant la RS. La crise dont on parle, c'est la crise liée aux questions de terrorisme. Et vous savez, la question de terrorisme a éclaté depuis que la Libye connaît les difficultés qu'elle connaît en raison de l'assassinat de Mohamed Kadhafi. La CEDEAO se préoccupait-elle de ses frontières réellement? Et si elle se préoccupait de ses frontières, je crois qu'elle devrait attaquer de front la question des djihadistes depuis. Donc vous estimez que la CEDEAO n'a pas pris, comme cela se devait, la question du terrorisme? Elle ne s'est même jamais intéressée à ça. Ce qui la préoccupe, c'est vous avez fait coup d'État, maintenant faites élection, c'est ça qui la préoccupe. Jamais. Vous avez vu, bon d'ailleurs les Maliens l'ont dit, nous avons eu des promesses de la CEDEAO de nous soutenir dans la lutte. Jusqu'à ce jour, on a reçu rien, aucun soutien. La CEDEAO, la question du djihadisme n'a pas commencé par ces pays-là, n'est-ce pas? Ça a commencé par le Nigeria. Et voilà le second fautif. Le second fautif, c'est maintenant le Nigeria. Ok? Ça a commencé par le Nigeria, avec Boko Haram. Est-ce que la CEDEAO, en tant qu'institution, a développé un plan stratégique pour mettre fin à ça, à l'intérieur du Nigeria, en se disant que, cette histoire, si ça déborde le Nigeria, ça va affecter tous les autres. Les autres pays frontaliers. La CEDEAO n'a jamais fait ça. Donc, quand vous laissez maintenant la CEDEAO, le premier fautif pour moi, puisque nous disons, tout le monde dit CEDEAO, et puis bon, vous savez, les vilains dans cette histoire, c'est l'AES, c'est ça, non? Non, l'AES. L'Alliance des États du Sahel, oui. C'est ça, les vilains. L'AES. Et c'est ça, les vilains. Et les héros, dans ce cas, c'est la CEDEAO, tout ce qui est CEDEAO. C'est ce que, les discours que j'entends de ceux qui soutiennent, enfin, les pays qui sont encore dans la CEDEAO là, disent, mais, la CEDEAO, on a vu maintenant que la CEDEAO, depuis le départ, ne s'est vraiment pas préoccupée des questions qui vraiment causent les problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais le Nigeria, et c'est là aussi le deuxième niveau de faute, c'est le Nigeria. Comment? Vous savez, le Nigeria est une puissance. Le Nigeria est une puissance. Mais elle n'a jamais assumé son rôle de puissance.
Comment il devait assumer ce rôle-là, selon vous? Écoutez, aucune puissance n'accepte que des choses du genre que nous voyons maintenant. Regardez le Bénin est attaqué par le Niger, le Bénin est attaqué par le Burkina, le Bénin ou bien le Burkina, ou bien dans le sens inverse. Je sais pas si vous voyez, mais dans l'environnement d'une puissance qui ne dit rien et qui se décharge sur un jeune qu'on vient d'élire et qui ne comprend même rien encore en ce moment-là à la diplomatie du monde actuellement. Qui se décharge sur Faye. Faye connaît quoi à la diplomatie aujourd'hui? Pourquoi on se décharge sur Faye? Lui il est à la tête, je veux dire, Tinubu est à la tête d'une puissance. Et croise les bras, le Bénin s'affronte avec le Niger, le Bénin s'affronte avec le Burkina, et croise les bras, il regarde ça, et dans son environnement, c'est catastrophique, ce que le Nigeria fait, c'est catastrophique. Vous verrez ça sur aucun continent au monde où une puissance se trouve dans une région, et autour d'elle se passent des choses, et elle est là, elle est observatrice, et elle-même dirige la CEDEAO. L'ODEM, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, a dénoncé ce 15 juillet des propos haineux et injurieux dans la presse béninoise contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans un communiqué signé de son président Ulrich Arotonji. Il exprime son amertume quant aux écrits d'une violence rare, d'une atteinte flagrante à l'éthique, à la morale et au bon sens publiés et signés par des journalistes au péril de l'engagement collectif de la presse pour la paix, la cohésion nationale et sous-régionale. Toujours dans la note, l'Observatoire condamne fermement ces écrits et appelle à la responsabilité de tous pour renforcer la paix et la cohésion sociale essentielle pour un développement durable. L'ODEM a également rappelé que le traitement des informations nationales, des informations susceptibles de mettre en péril nos sociétés requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. Et pour finir, l'ODEM invite tous les professionnels des médias du Bénin à se conformer rigoureusement au code de la déontologie de la presse béninoise, soulignant que ce code constitue la référence professionnelle essentielle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé ce 15 juin 2024 au lancement du projet d'assistance humanitaire de la CEDEAO aux sinistrés des inondations de 2022 au Bénin. C'était en présence des représentants des communes bénéficiaires. Le reportage est signé à Naïdo. Le projet d'assistance humanitaire de la CEDEAO aux sinistrés des inondations de 2022 est désormais effectif au Bénin. Cet appui qui vise 48 communes s'élève à plusieurs centaines de millions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mis à la disposition de notre pays une enveloppe financière de 392 357 051 francs CFA au profit des sinistrés des inondations de l'année 2022. Monsieur le représentant résident, je vous prie de transmettre très sincèrement les remerciements du gouvernement du président Patrice Talon au président de la commission de la CEDEAO pour l'accompagnement constant de votre organisation à l'endroit du Bénin et plus particulièrement ce geste de générosité en faveur de la protection civile au Bénin. L'apport de l'organisation internationale a 3 objectifs. Le projet, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc par-delà la répartition géographique, Monsieur le Ministre, il vise 3 objectifs majeurs. Fournir une assistance humanitaire donc à 2500 ménages touchés par les inondations, les populations en déplacement interne et les réfugiés, surtout dans la partie nord du Bénin. Il s'agit de travailler conjointement pour fournir une assistance visant à renforcer la résilience et le relèvement des citoyens les plus vulnérables suscités. Grâce à cet appui qui vient compléter celui du gouvernement béninois, les populations toujours sinistrées vont retrouver un peu de réconfort. Le 11 juillet dernier, à Niamey, les ministres en charge des hydrocarbures du Niger et du Tchad ont convenu de concrétiser dans un délai raisonnable le projet de construction d'un pipeline reliant les 2 pays, une nouvelle que les Béninois apprécient diversement. Au micro de Kanté Amoussou, Diane Kouagou et Clémence Benou. En tant que citoyen béninois, cela me fait beaucoup pleurer. Me fait beaucoup pleurer parce que si le pétrole nigérien passait par ici,
je pense que le Trésor public va trouver de quoi se manifester un peu. Si réellement le président Tiani sait que et les deux peuples, et le peuple béninois et le peuple nigérien, nous sommes tous des frères, alors quand même, qu'on le veuille ou pas, il doit avoir des incidences financières. Il s'agit de l'argent. Le passage sur le territoire béninois de l'Éléoduc nous fait gagner en devises. Et pas plus tard qu'il y a un mois auparavant, ce qui devait nous revenir, environ 300 milliards, était versé. Et c'est une perte. Vraiment, je suis un peu déçu. Parce que c'est une grande perte en matière d'économie pour le Bénin. Le Bénin et le Niger, en matière de pipeline qui vient de Niamey vers Sémé-Claqué, je pense que ça rapporte au Bénin quelque chose de 10 milliards de francs CFA par an. En dehors de ça, il y a les ouvriers qui sont au sol sur le piste pipeline de Sémé-Kodji qui travaillent. Moi, ça ne me quitte pas. Le pipeline du Tchad au Niger, ça fait 600 km. Donc le Niger aussi va encore obliger la Chine de dépenser encore 600 et 100 sous pour les 600 km de pipeline. Bon, si, par exemple, on vient encore de faire coup d'État à Tiani, si d'autres viennent, ils vont dire qu'on va voir. Donc ça veut dire que ça là, ce problème-là, attendons voir. Peut-être qu'aujourd'hui, si on est perdant pour en ce qui concerne le pipeline, mais on ne vivait pas de pipeline. Certainement qu'ils savent qu'en perdant du moins ou du peu, ils vont en gagner davantage. Parce que déconstruire ou reconstruire, ça ne serait pas facile que ce qui a été déjà investi. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a ouvert ce lundi un dossier de présumée fraude dans l'attribution des marchés à la préfecture de Cotonou. 4 prévenus, dont 3 collaborateurs du préfet de Cotonou, sont poursuivis devant la justice dans cette affaire. Il s'agit d'un assistant du préfet, du chef service des affaires financières et de la personne responsable des marchés publics de la préfecture, ainsi que de chef d'entreprise Marie de la PRMP. Ils sont poursuivis pour les faits d'abus de fonction et de complicité d'abus de fonction. Il leur reprochait d'avoir attribué un marché de sécurité au Marie de la PRMP dans des conditions floues. Devant le juge hier, les accusés ont plaidé non coupables et ont traité les chefs d'accusation mis à leur charge. Après plus d'une heure de débat, la CRIET a renvoyé les dossiers au 5 août prochain et à cette prochaine audience est convoquée la secrétaire de la CESAF et les 2 nouveaux plaignants du dit dossier pour entendre leur version des faits. Pour rappel, ce dossier a éclaté après une plainte d'un chargé de mission du préfet du littoral. Le paludisme, on peut le combattre et on peut l'éviter. C'est sur ce principe que l'ONG Icône 360 degrés réunit acteurs de cette lutte et population pour des échanges d'expériences. Et c'est dans cette optique qu'elle a organisé le vendredi 12 juillet dernier à l'hôtel Azalaï de la plage une soirée dénommée Nuit du paludisme. Le reportage avec Carles Kitomé et Mouhidine Lawani. L'ONG Icône 360 degrés a réuni plusieurs corps de métier autour de la lutte contre le paludisme le vendredi 12 juillet 2024 à Azalaï Hôtel de la Plage. Yves Cessi Alavo, la promotrice de la nuit du paludisme, rappelle les objectifs du projet Zéro PQ, Zéro Paludisme. Chers invités, comme je dis souvent, nous ne sommes pas une célébration du paludisme, mais au contraire, nous sommes là pour échanger sur diverses thématiques, à savoir le réchauffement climatique, les différentes innovations, la grande problématique de nos jours qui est la levée de fonds domestiques, et enfin, comment engager tout un chacun pour réellement dire stop à cette pandémie.
Le docteur Gilles Padonou, au cours de sa communication, présente l'évolution du paludisme avec les changements climatiques. Il y aura des pénuries d'eau, il y aura une insécurité alimentaire, il y aura des problèmes sanitaires, notamment les maladies à transmission vectorielle. Quelles sont ces maladies? Là, nous voyons que ces maladies sont la maladie de Nîmes, le virus du Nil, le Zika, le chikungunya, le paludisme. Elle a dit tout à l'heure qu'il ne sévissait pas dans les grandes zones montagneuses telles qu'au Kenya. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des cas de paludisme dans ces régions, tout simplement. Ces régions ne sont plus des régions froides, comme par le passé. L'édition 2024 s'achève avec la distinction des pionniers de la lutte contre le paludisme. Ce mardi 16 juillet 2024, un camion transportant l'essence de contrebande communément appelé Kbayo a pris feu à Kassato, à quelques encablures du carrefour Kérékou en quittant Cotonou. Selon des sources, les flammes se sont déclarées lorsque le conducteur du camion chargé d'essence voulait procéder au déchargement. Elles se sont propagées et le véhicule a été consumé. Alertés, les sapeurs-pompiers d'Abomey-Calavi se sont dépêchés sur les lieux et cet incendie a entraîné le blocage de la circulation dans les deux sens pendant plusieurs heures. Mais les choses sont entrées dans l'ordre plus tard grâce aux forces de l'ordre. Il faut préciser qu'il n'y a eu aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Il a été constaté que des corps sont abandonnés, souvent pendant de longues périodes dans les morgues, ce qui entraîne l'engorgement de ces morgues. À la question de savoir ce qui pourrait en être la cause, voici ce que répondent des citoyens de la ville de Parakou au micro de Constantine Arondino et de Samuel Aguiar. Plusieurs raisons peuvent être à la base d'abord, et ça dépend également de la religion. Ça dépend de la religion. Par exemple, chez les chrétiens, chez nos frères chrétiens, je pense bien que chez eux, là-bas, d'abord, les coûts pour organiser les funérailles pèsent souvent au décès de la personne. Donc, ils préfèrent carrément laisser d'abord les corps à la morgue et chercher l'argent pour bien organiser le funérail. Bon, ce qui peut être à l'origine de ça, c'est énorme parce que il y a d'autres parents qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aller reprendre ceux qui sont les décès, ceux qui sont à la morgue. Maintenant, il y a d'autres aussi qui prévoient les reprendre du fait qu'ils ont déjà programmé ensemble avec la famille sur une longue durée parce qu'il n'y a pas l'argent dans le temps. Donc, ils ont prévoir laisser ça à la morgue pour une certaine durée pour aller récupérer ça. Et chez nous, tant que ça n'a pas pris assez de temps, c'est la tradition. C'est la tradition. Et on fait une fête. Si je dis fête, ce n'est pas nécessairement de mettre des milliards ou bien des millions en cause. Si c'est les moutons, les cabris, vous allez tuer pour dire, bon, c'est votre grand-papa, vous avez eu la chance de voir votre grand-papa. Et lui-même, il est content en voyant ça là-bas. C'est vrai qu'on, je sais pas comment ça se passe là-bas, mais c'est ce qu'on dit. Chez les musulmans, en quelque sorte, s'il y a un décès, l'enterrement se fait en même temps. Ça ne prend pas 2 jours. Au plus dans la journée, ou carrément si le décès a lieu la nuit, on attend carrément le matin pour, en quelque sorte, faire l'enterrement du corps. Maintenant, nous les musulmans, ce qui se passe, s'il y a un décès là, donc on est obligé de l'enterrer parce que nous, on ne fait pas, comment dit-on, ce que les chrétiens font. Nous, on l'enterre pour pouvoir vite, chacun va aller faire son boulot. C'est à cause de ça, nous, si la personne décide, on est obligé de l'enterrer vite. Bon, en tant que musulman chez nous, dès déjà que la personne décède, le corps est lavé déjà directement. Si je suppose que la personne n'est pas décédée tardivement, c'est-à-dire la nuit, immédiatement la personne est enterrée. Pas besoin d'amener ça à la morgue. Bon, selon moi, du fait d'amener quelqu'un à la morgue, je préfère qu'on l'enterre en même temps. Parce que chez les musulmans,
quand on les voit, quand quelqu'un meurt en même temps, on les enterre immédiatement. Je préfère que ça soit aussi comme ça parce que cela, ça va permettre à l'homme de garder son argent pour faire autre chose. Bon, tout ce que moi j'ai à dire concernant cette pratique, bon, un mort, peu importe, et comment on dit, peu importe la cotisation ou bien peu importe les préparatifs du funérail, cela ne ramène pas ce dernier sur terre. Donc le mieux, quand quelqu'un décède, c'est procéder à un enterrement rapide. Et cela, en quelque sorte, aide aussi à surmonter, et comment on dit, et ça aide à surmonter la douleur que cela suscite quand on perd un proche. Ça aide à surmonter vite cette douleur. Or, plus ça prend du temps, à chaque fois, on pense que la personne vit toujours avec nous. Et cela crée encore, en quelque sorte, des douleurs au niveau des personnes concernées. Moi, j'invite tous les amis chrétiens. Même il y a des musulmans qui sont laissés comme ça parce qu'on ne connaît pas l'intéressé. On ne connaît pas sa famille. Ceux qui abandonnent les corps à la morgue, de ne pas laisser. Ce n'est pas trop bon parce que le corps même noirci, il souffre sur terre et il souffre encore dans la morgue. Vous voyez, ça fait deux souffrances. Parfois, les soins deviennent verts. D'autres même là, tu ne connais même pas si c'est ton parent ou bien c'est qui. Donc vraiment, il n'a qu'à faire diligence. Au plus, le corps ne doit pas dépasser un mois, même 2 semaines. Ça suffit largement pour qu'on puisse enterrer son parent. Donc, faites un peu vite pour chercher vos cadavres à la morgue si ça tient qu'à moi. Actualité hors de nos frontières, à présent, le président rwandais Paul Kagame est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% de voix selon les résultats officiels partiels annoncés depuis hier dans la soirée par la commission électorale. Après annonce des résultats, il s'est adressé à son parti, le Front patriotique rwandais, à remercier ses soutiens pour le vote. Et pour ce scrutin, il était opposé aux mêmes adversaires que lors de la dernière présidentielle en 2017. Et il s'agit de l'opposant Frank Abinza et de l'indépendant Philippe Mpaimana, face à qui il avait remporté 98,79% des voix. Notons que des résultats provisoires sont attendus le 20 juillet prochain, ce avant proclamation des résultats définitifs le 27 juillet 2024. En Burundi, la patrouille de l'ancien président burundais Pierre Buyoya sera réinhumé par sa famille dans son pays. En effet, il est mort de Covid-19 en décembre 2020 à Paris où il s'était rendu pour des soins. Dans un premier temps, il a été enterré à Bamako, au Mali, où il a été pendant longtemps haut représentant de l'Union africaine. Notons que une fois à Bujumbura, son corps sera acheminé sur sa colline natale à Rutovu, dans le sud du pays, où il sera inhumé dans la plus stricte intimité familiale, selon un communiqué rendu public hier soir. Et le feu vert, il faut le préciser, a été donné par le président actuel Evariste Ndayishimiye en personne pour le rapatriement du corps. Mais la seule condition imposée est qu'il n'y aura pas de cérémonie officielle pour Buyoya Pierre. Emmanuel Macron, je l'annonçais en titre, a annoncé ce mardi 16 juillet lors d'un conseil des ministres qu'il accepterait la démission du gouvernement de Gabriel Attal en fin de cette journée. Le Premier ministre, quant à lui, garantit que son gouvernement assurera jusqu'au bout la continuité de l'État, notamment en vue les Jeux Olympiques. Lors de son intervention face aux autres ministres, aujourd'hui, il faut préciser que Attal a salué leur travail. La reconnaissance, la passion et le devoir sont les mots-clés de son discours. Pendant la période de transition, notons que dans l'hémicycle, les membres du gouvernement démissionnaire ont une casquette de députés qui prendront part au vote du Parlement. Et la nouvelle législature va se réunir les 18 et 19 juillet prochains, ce afin d'attribuer des postes clés à l'institution qui est, faute de gouvernement, celui de la renverser.
Sport dans cette édition, la Fédération béninoise de football a annoncé la semaine dernière le démarrage de la Ligue Pro 2024-2025 pour le 15 septembre prochain. Cette annonce suscite diverses réactions au sein des acteurs car la première date de la reprise n'a jamais été respectée depuis quelques saisons. Victor Zouka, entraîneur de Coton FC, exprime son avis au sujet au micro de Lariosa Diagbeno. Alors c'est vrai que j'ai vu dans les médias que peut-être la saison, on allait la commencer au mois de septembre. Si c'est le cas, tant mieux, parce que nous, on va se préparer de bonne heure. On va être directement après la Champions League, et naturellement dans le tempo, dans l'entraînement, dans le rythme. Et si on commence le fin septembre, ça sera très bien pour tout le monde. D'abord pour les entraîneurs, parce qu'ils auront un plan de travail, après pour les joueurs parce qu'ils seront très tôt sur les terrains, et puis pour le championnat parce que ça donnera encore plus de clarté, et puis naturellement encore plus de matchs qui seront difficiles pour la qualification pour la deuxième partie du championnat. Voilà. Toujours sport dans cette édition, les cotonniers reprennent les entraînements dès ce mercredi. Si l'équipe a progressé en termes de volume de jeu, la saison écoulée, cependant, son taux d'efficacité reste faible. Et quand on apprend que Romary Kamoussou, le métronome, quitte le club, Victor Zouka et son groupe doivent s'améliorer dans ce secteur de jeu. Suivons ses explications. C'est vrai que l'année dernière, je l'ai souvent dit, notre équipe a sûrement dans le jeu fait de belles prestations, s'est améliorée par rapport à l'année précédente, ou les 2 années précédentes. Mais on a manqué beaucoup d'efficacité. On s'est produit de nombreuses occasions. Sur le plan défensif, on a toujours été présent. Mais sur le plan offensif, dans toutes les rencontres, on avait 5 ou 6 occasions nettes. Malheureusement, on n'était pas efficace. Et donc, c'est vrai qu'on va essayer d'améliorer ça dans le travail d'abord d'avant-saison. Puis on va essayer aussi, naturellement, au niveau offensif, de récupérer des joueurs qui vont naturellement essayer d'améliorer ce potentiel offensif. Voilà, en sachant que Romary qui est parti. Et donc, on va regarder d'abord sur le plan local ce qu'on peut trouver, et puis naturellement trouver un étranger qui a une belle expérience sur le plan international et qui va nous aider et qui sera naturellement compétitif pour la suite de la saison. Mesdames, Messieurs, ainsi profite cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et bonne suite de semaine à toutes et à tous.